Je m'appelle Laure Thévenin-Metzger et je dirige le Centre de ressources technologiques Ritmo Agro-Environnement, basé à Colmar. Les missions de Ritmo Agro-Environnement sont d'aider les industriels de la fertilisation à se développer en adoptant des solutions innovantes. Nos experts proposent donc différentes prestations de recherche à façon et de conseils. Afin d'être toujours à la pointe des connaissances en amont de ces prestations, nos experts mènent des actions de recherche avec les acteurs académiques, universités, INRAE, CNRS, et participent à de nombreux travaux avec les autorités et les institutions de normalisation pour produire des textes à portée réglementaire. Plusieurs évolutions sont en préparation sur la réglementation qui encadre la mise en marché des matières fertilisantes et des supports de culture, tant au niveau national qu'au niveau européen. Afin d'aider ses partenaires industriels, Ritmo Agro-Environnement a préparé ce mini-webinaire qui apporte des éléments d'information. En France, la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture est réglementée à la fois par des textes nationaux et des textes européens. Le Code rural prévoit que la mise en marché des matières fertilisantes et supports de culture nécessite l'obtention d'une autorisation de mise en marché ou homologation. Par dérogation, les produits conformes à une norme française rendue d'application obligatoire ou conformes à une réglementation européenne peuvent aussi être mis en marché de façon régulière. De même, il existe des dispositions pour les effluents agricoles bruts, les déchets soumis à plan d'épandage, les digestats issus de méthanisation, etc. Au niveau européen, le règlement 2003-2003 permet la mise en marché des engrais minéraux et produits assimilés, ainsi que des amendements minéraux basiques. Par ailleurs, les réglementations sur les substances dangereuses, REACH, et celles sur les sous-produits animaux peuvent aussi impacter les règles de mise en marché de certains produits fertilisants. Au cours de l'année 2022, deux évolutions majeures sont prévues. La sortie du corpus réglementaire pour encadrer le socle commun annoncé dans la feuille de route économie circulaire et l'entrée en application du règlement 2019-1009 qui abrogera le règlement 2003-2003 et qui permettra la mise en marché de tous les types de matières fertilisantes, de supports de culture, de biostimulants, d'inhibiteurs, etc. Le règlement 2019-1009 est organisé sur la base de catégories de matières constitutives, les CMC, qui peuvent être utilisées dans la fabrication des matières fertilisantes et supports de culture. Catégories fonctionnelles de produits, les PFC, qui déterminent les caractéristiques des produits mettables en marché, et les méthodes de qualification des produits mis en marché. Les notions de dénomination de type de produit, de méthode de transformation ou mode d'obtention ne sont plus prises en compte dans ce règlement. À ce jour, 11 catégories de matières constitutives sont répertoriées depuis les substances et mélanges à base de matières vierges jusqu'aux sous-produits au sens de la directive 2008-98 de la Communauté européenne, en passant par les végétaux, les composts, les micro-organismes et bien d'autres. 3 CMC supplémentaires sont en préparation et devraient être adoptés dans un proche avenir pour prendre en compte les biochars, les cendres et les struvites. Concernant les produits finis, 7 catégories fonctionnelles de produits principales sont répertoriées. Les engrais, les amendements minéraux basiques, les amendements du sol, les supports de culture, les inhibiteurs, les biostimulants et les combinaisons de fertilisants, qui sont aussi appelés les blends, et qui permettent de mélanger tous les produits des 6 premières PFC pour peu qu'aucune interaction n'ait lieu entre eux. Pour chacune de ces catégories,
il peut exister des sous-catégories, voire des sous-catégories de sous-catégories, etc. Sur les méthodes de qualification des produits et la conformité, je laisse la parole à Mohamed Ben Brahim. La conformité des PFC devient effective par l'établissement d'une attestation dite de conformité, et cette attestation est éditée par le fabricant. L'établissement de cette attestation se fait en 2 étapes. La première est la constitution d'un dossier technique, la seconde est la procédure d'évaluation elle-même. Le dossier technique comprend plusieurs informations concernant le produit fertilisant, les matières premières, le procédé de fabrication, l'étiquette et l'ensemble des analyses et des tests nécessaires à l'évaluation. Ces analyses et ces tests doivent être faits avec des méthodes reconnues. Ce dossier est élaboré par le fabricant. Une fois finalisé, on passe à l'étape d'évaluation. La procédure d'évaluation dépend des PFC et des CMC, et selon le type de fertilisant et des matières premières, l'évaluation peut être faite par le fabricant lui-même ou demande l'intervention d'un tiers. Qu'en est-il de la procédure d'évaluation de la conformité ? La procédure d'évaluation de la conformité dépend des matières premières et des PFC. Pour simplifier, on peut dire qu'il y a 4 façons différentes pour évaluer un produit. La première est le contrôle interne ou module A. Elle est utilisable pour certains types de produits comme ceux constitués exclusivement d'une matière première, 100% CMC1 ou 100% CMC8. C'est une procédure interne faite entièrement par le fabricant. La seconde procédure est dite avec contrôle interne et essai supervisé. Elle concerne les PFC et les CMC dont les teneurs en azote sont supérieures à 28%. La troisième est celle basée sur le module B et C. Elle concerne un certain type de PFC comme les biostimulants ou les inhibiteurs et nécessite l'évaluation de la documentation technique par un organisme notifié. Enfin, la dernière est celle de l'assurance de la qualité de production. Elle est valable pour tous les PFC, sauf ceux concernés par les teneurs en azote supérieures à 28%, donc le module A1, et nécessite l'évaluation de la documentation technique et du système de qualité par un organisme notifié. Nombreux sont ces personnes qui se posent des questions par rapport à l'étiquetage. Pourriez-vous nous en dire plus ? Le nouveau règlement introduit de nouveaux changements concernant l'étiquetage. On peut citer quelques exemples. Tout d'abord, le changement des dénominations. L'urée, par exemple, devient un engrais inorganique solide simple à macroéléments, mais certaines informations complémentaires peuvent figurer sur l'étiquette pour que les utilisateurs se retrouvent. On peut également citer l'identification des matières premières présentes à plus de 5% en masse dans le produit fini. Il y a aussi d'autres changements qui interviendront concernant les doses d'application, la date de péremption, etc. Ce nouveau règlement européen permet la mise sur le marché de nouveaux produits. Nous allons voir dans la suite quelques particularités concernant les biostimulants, les engrais inorganiques, les micro-organismes et les déjections animales. Les biostimulants sont l'une des nouveautés introduites dans le règlement 2019-1009. Ce règlement donne enfin une définition réglementaire et légale aux biostimulants et précise et harmonise les revendications possibles. La conformité est obtenue après l'évaluation par un organisme notifié. Et cette conformité nécessite la démonstration de l'efficacité de toutes les revendications présumées. Cette démonstration doit être faite avec des méthodes normées, notamment celles élaborées au niveau européen. Pour citer l'exemple des engrais inorganiques dans le nouveau règlement, la palette des produits mettables en marché est élargie par rapport au RCE 2003-2003. En effet, les engrais inorganiques sont définis par défaut comparativement aux engrais organiques et organominéraux. Ainsi, ils pourraient contenir jusqu'à 7,5% de carbone organique si ces produits sont solides. Attention, cependant, pour utiliser le terme engrais minéral, le produit ne doit pas contenir plus de 1% en masse de carbone organique. Concernant les déjections animales, dans le RCE 2019-1009, elles entrent dans la CMC10 et pourront donc entrer dans la composition d'engrais européens sous certaines conditions. En particulier, elles devront avoir atteint le point final de transformation des produits dérivés au sens du RCE 1069-2009.
Cependant, si les metteurs en marché considèrent que des produits ont atteint ce point final de transformation et qu'ils sont hygiénisés, ils peuvent alors se rapprocher de la DGAL, du ministère en charge de l'agriculture, pour connaître les procédures à suivre. Les déjections animales devront aussi être conformes aux spécificités d'une PFC pour être mettables en marché, ou alors être intégrées dans une formule elle-même conforme à une PFC. Ainsi, si une déjection animale contient trop peu de carbone organique et ou trop peu d'éléments nutritifs, elle devra entrer dans la composition d'une formule et ne pourra pas être mise en marché directement. Dans le règlement 2019-1009, seuls 4 types de micro-organismes sont autorisés au niveau de la CMC 7. 3 bactéries, les azotobactères sp, les rhizobiums sp, les azospirillum sp et les champignons mycorhiziens. Ces micro-organismes pourront entrer dans la composition des biostimulants microbiens des végétaux de la PFC 6A, avec une concentration en micro-organismes à déclarer et des écarts admissibles à respecter. Ils pourront aussi entrer dans la composition des autres PFC selon les revendications d'usage et les caractéristiques finales des produits. Quelles sont les évolutions réglementaires en France ? Afin d'harmoniser les règles de mise en marché des fertilisants au niveau national, le ministère de l'Agriculture a établi les règles d'un socle commun dans le cadre du volet agricole de la feuille de route économie circulaire. Ce socle commun va définir de nouvelles exigences en termes d'efficacité et d'innocuité. Cette évolution, qui impactera toute la mise en marché selon la réglementation française, doit entrer en vigueur progressivement et la partie concernant l'innocuité devrait être publiée au courant de l'été 2022. Les experts de Ritmo Agro-Environnement se sont particulièrement impliqués dans les travaux qui conduisent à ces futures évolutions du cadre réglementaire de la mise en marché des matières fertilisantes et des supports de culture, tant au niveau national qu'au niveau européen. Ils ont réalisé pour le ministère de l'Agriculture une étude d'impact concernant le projet de texte pour le socle commun. Ils suivent les évolutions des normes françaises au sein du bureau de normalisation BN-Ferti. Ils ont participé aux travaux préparatoires menés avec le ministère de l'Agriculture qui ont conduit à la publication du RCE 2019-1009 et ils continuent de travailler dans les instances européennes de normalisation pour produire les méthodes normalisées nécessaires à la caractérisation des PFC dans ce règlement 2019-1009. Fort de cette expertise, Ritmo peut vous accompagner dans vos réflexions pour vérifier l'adéquation des réglementations en préparation avec vos produits actuellement sur le marché, identifier des stratégies réglementaires à développer pour pérenniser la mise en marché de vos produits et vous informer régulièrement sur le suivi des évolutions réglementaires. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Djeneba Karambiri qui vous orientera vers l'expert de Ritmo le plus à même de répondre à vos besoins.